Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Petit bassin entre amis. Je suis Manon sur le forum et je serai votre deuxième tutrice d'anatomie du petit bassin. Pour cette deuxième vidéo, on va aborder le périnée. Le périnée, on l'appelle également pudendum et en fait, c'est tout ce qui est organe de la pudeur. Et plus concrètement, en fait, c'est toutes les parties molles qui vont venir fermer votre petit bassin. Donc, en fait, c'est la limite inférieure du petit bassin. Le périnée, il est composé de deux parties. On a une partie cutanée, qu'on appelle du coup le périnée cutané, qui est superficielle. C'est tout ce qui est visible lorsque la femme sera en position de taille. La position de taille, c'est la position gynécologique en fait. Donc voilà pour le périnée cutané. Et le périnée musculaire, c'est tout ce qui est muscle et il est profond. Donc, périnée cutané égale périnée superficiel, périnée musculaire égale périnée profond. Avant de rentrer un peu plus dans le détail des deux types de périnée, on va reprendre un petit peu l'anatomie générale de l'appareil féminin, l'appareil génital féminin. Alors, il faut savoir que l'appareil génital féminin, il comporte deux parties. Une partie externe qui est du coup le pudendum, le périnée, je vous l'ai dit tout à l'heure, et une partie interne avec tous les organes génitaux internes, donc, qui sont l'ovaire, les oviducts, donc les trompes utérines, l'utérus et le vagin. L'ensemble de cet appareil génital féminin, il est sous-péritonéal. Donc le péritone, normalement, vous le voyez ce que c'est dans l'appareil digestif. Mais du coup, voilà, tout notre appareil génital, il va être sous-péritonéal, sauf l'ovaire qui, lui, va être intra-péritonéal. Donc, en fait, imaginez-vous le péritoine comme s'il était à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, il recouvre comme ça, hop. En revanche, bien que notre ovaire soit intra-péritonéal, il ne sera pas péritonisé. Donc, il est dans la cavité, mais il n'est pas recouvert de péritoine. L'ovaire, on va reprendre juste un peu les organes génitaux internes. L'ovaire, c'est la gonade féminine. Chez l'homme, c'est les testicules, la gonade. Les oviductes, donc c'est les trompes utérines ou trompes de Fallope. Elles sont bilatérales, donc symétriques, à l'angle supérieur du corps de l'utérus. On reviendra après plus en détail sur l'anatomie de l'utérus. Et c'est les trompes justement qui permettent de transférer l'œuf donc de l'ovaire à la cavité utérine. L'utérus, c'est lui qui permet la gestation et le vagin qui est l'organe de la copulation. Le péritoine, donc il va se déposer, je ne sais pas si j'ai fait une diapo, non. Le péritoine, il va donc se déposer, je vous l'ai dit, sur l'utérus, sur la face supérieure, sur les trompes et sur la face supérieure de la vessie. Mais ça, je pense que vous l'avez vu dans la première vidéo, donc on ne va pas s'attarder dessus. De toute manière, c'est plus détaillé dans la fiche. Donc maintenant, on va passer au périnée cutané. Le périnée cutané, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le périnée superficiel. C'est tout ce qui est visible lorsqu'on se place en position de taille, donc en position génipectorale. Donc c'est la position de l'examen gynécologique. Notre périnée cutané, en fait, on peut le schématiser comme une forme de losange. Vous voyez là, une forme de losange composée de deux triangles. On a un triangle antérieur, ici en rose, qu'on appelle également triangle supérieur ou triangle urogénital, qui va être du coup centré sur la fente urogénitale, donc uro pour l'orifice de l'urètre, pardon, et l'orifice vaginal. Et enfin, on a le triangle postérieur qui on appelle également inférieur ou triangle anal qui est centré sur l'anus que vous reconnaissez grâce à ses plis radiés. Mais attention parce que le vagin et le vagin c'est un organe génital alors que l'anus n'est pas un organe génital. Donc voilà.
Notre périnée cutané, il va être délimité en avant par la symphyse pubienne, ici vous voyez en bleu, avec ici le pubis droit et là le pubis gauche, par les tubérosités ischiatiques, donc à droite et à gauche, et en arrière par le coccyx. On rentre cette fois-ci beaucoup plus en détail dans la composition de notre périnée cutané. Ici, vous avez donc une image beaucoup plus détaillée, enfin un schéma beaucoup plus détaillé de notre périnée cutané. On va détailler ça donc de bas en haut. Ouais. Tout d'abord, on a le mont du pubis qu'on appelle également le mont de Vénus ou le mont du pudendum. C'est une portion graisseuse, donc charnue, qui est en fait en regard de la symphyse pubienne. Donc, si je reprends notre diapo, vous voyez, là, on a notre mont du pubis et la symphyse pubienne qui est juste en dessous. Et au niveau du mont du pubis, on a les poils de section polygonale et c'est au niveau de ces poils que les morpions vont s'accrocher. Et voilà. Ensuite, on a ici les grandes lèvres. Donc là, les grandes lèvres qui sont une formation charnue, donc charnue ça veut dire graisseuse, et les grandes lèvres qui sont également poilues. Ces grandes lèvres, elles vont se réunir en avant, donc à ce niveau-là, par la commissure antérieure et en arrière par la commissure postérieure. Ensuite, en dedans des grandes lèvres, on va retrouver les petites lèvres, ici, qui vont être séparées des grandes lèvres par le sillon interlabial. Le sillon interlabial, qui on voit bien là, et je ne l'ai pas représenté ici, mais pour le moment, entre les grandes lèvres et les petites lèvres, vous avez le sillon interlabial. Les petites lèvres, on les appelle également les nymphes. Alors pour la petite histoire, en gros, c'est un rapport avec les nymphes de la mythologie grecque qui, lorsqu'elles sont représentées dans les fontaines, en fait, elles vont diriger les jets d'eau. Et en fait, les nymphes, enfin les petites lèvres, vont servir à diriger le jet d'urine. Donc voilà, pour la petite anecdote. Nos petites lèvres, elles ne sont pas poilues, contrairement aux grandes lèvres. Elles sont souvent plus foncées et plus longues que les grandes lèvres et elles sont également plus longues chez la femme jeune que chez la femme âgée. Après, ça varie beaucoup, hein, donc voilà. Ensuite, comme les grandes lèvres, elles vont faire une commissure antérieure à ce niveau-là, et la commissure antérieure des petites lèvres va former le capuchon du clitoris. On en reparlera juste après, mais voilà, capuchon du clitoris, c'est formé par la commissure antérieure des petites lèvres. Et elles vont également faire une autre expansion toujours en avant cette expansion qui est le frein du clitoris, qui est cette fois-ci plutôt vers l'arrière et qui est en dessous du gland, donc ici à ce niveau-là. Donc en avant, capuchon du clitoris, en arrière, le frein, et les deux sont des expansions antérieures des petites lèvres. Ensuite, en dedans des petites lèvres, on retrouve le vestibule. Donc, c'est toute la partie un peu rosée qui se retrouve entre les petites lèvres et l'orifice vaginal. Et au niveau du vestibule, on va retrouver plusieurs choses. Dans un premier temps, on va retrouver le méa urétral, à ne pas confondre avec le méa urétéral. Là, on parle du méa de l'urètre, donc qui part de la vessie et qui va jusqu'à l'extérieur, en fait. Ensuite, on a les orifices des glandes de Bartholin qu'on appelle également les glandes vestibulaires majeures. Et ces glandes, elles sont soit à la partie moyenne du vestibule, soit à la partie plutôt postérieure. C'est encore une fois une variation anatomique. Donc, partie moyenne ou partie postérieure, ça dépendra. Et elles vont sécréter un liquide lubrifiant qui est la cyprine. On va retrouver également, alors au niveau de l'orifice d'accouchement du méa urétral, on va avoir les glandes de Skene
ou glandes para-urétrales de Skene, qu'on appelle également les glandes vestibulaires mineures, à vérifier. Mais non, glande vestibulaire mineure ou glande para-urétrale de Skene. Non, en fait, c'est pas, je dis n'importe quoi. C'est juste glande para-urétrale de Skene. Donc, elles sont de part et d'autre du meilleur vitral. Elles vont également sécréter un liquide lubrifiant, mais qui ne sera pas la cyprine. Le professeur, l'année dernière, ne précisait pas le nom. Donc, voilà. Pareil, on en a deux de chaque côté, comme les glandes de Bartholin. Ah oui, pardon. Ici, vous pouvez voir l'hymen, donc la petite partie rosée en dehors de l'orifice vaginal. L'hymen, c'est une espèce de membrane qui du coup se trouve au niveau de l'orifice du vagin et avec une forme qui va varier au cours de la vie génitale de la femme. On a 6 types d'hymen qui sont importants à connaître, notamment pour des raisons médico-légales. Hein. Et donc, on va voir ça tout de suite. Chez la femme vierge, on a 4 types d'hymen. On a l'hymen qui est labié, l'hymen annulaire ou circulaire, un hymen semi-lunaire et pas semi-annulaire, ça c'est un piège qui tombe, et l'hymen cribiforme ici. Pour la femme nullipare, donc nullipare, ça veut dire une femme qui n'a pas encore subi d'accouchement, mais qui a déjà eu un rapport. Donc chez la femme nullipare, l'hymen, il prend la forme de caroncule hyménéal. Donc voilà, ça fait en fait des petites vagues un peu comme ça. Et chez la femme multipare, donc la femme multipare, c'est une femme qui a subi plusieurs accouchements. On parle de caroncule myrtiforme et en fait l'hymen il se voit quasiment plus. Hein. Voilà. Pour retenir, retenez multipare, il y a un M, myrtiforme, il y a un M aussi. Donc voilà. Il y a une pathologie de l'hymen, je ne l'ai pas détaillé dans le diapo, mais c'est dans la fiche, c'est l'imperforation de l'hymen. En fait, si physiologiquement l'hymen il est perforé, et s'il ne l'est pas, ça va poser problème pour l'écoulement, notamment lors des premières règles, et ça peut conduire à des douleurs assez importantes. Voilà. Donc, toujours au niveau du périnée cutané, on va avoir les corps érectiles. Qui vont être dans la profondeur du périnée cutané. Ils sont entourés de 2 muscles encornés et les muscles encornés, par contre, ils font partie du périnée musculaire profond. On les reverra juste après. Ces corps érectiles, c'est quoi? C'est le clitoris et le bulbe vestibulaire. Le clitoris, il est composé de plusieurs parties. Déjà, on a 2 piliers. Là, on voit une vue de profil, donc on voit que le pilier droit, mais on a un pilier droit et un pilier gauche. Bah, en fait, on les voit là. Pilier droit, un pilier gauche. Ensuite, il se prolonge ces piliers par le corps du clitoris, puis par le genou et pour finir par le gland. Comment ça s'appelle? Le gland du clitoris, qui on l'a dit tout à l'heure, était recouvert par le capuchon, qui est du coup l'expansion antérieure des petites lèvres. Et le clitoris, il est rattaché à la symphyse pubienne par le ligament suspenseur du clitoris. Ensuite, on a le bulbe vestibulaire. Le bulbe vestibulaire, attention, parce que ça, dans plusieurs QCM, vous pouvez trouver des errata, mais en fait, le bulbe vestibulaire, il est unique. Je sais qu'il y a des anciennes fiches qui disaient qu'il y en avait 2, mais non. Le bulbe vestibulaire, il est unique. En revanche, il a une partie droite, il a une partie gauche. Et une partie droite, là, une partie gauche, ça se rejoint et ça forme le bulbe vestibulaire. Et donc, ce bulbe vestibulaire, il entoure l'introïde vaginal. Et donc, ces corps érectiles, c'est eux qui vont permettre l'érection féminine, même si c'est une érection qui est moindre par rapport à celle de l'homme.
Ensuite, on va parler un peu de l'innervation et de la vascularisation. Je vais passer rapidement parce que normalement, vous l'avez vu avec Elsa dans la première vidéo. L'innervation du périnée cutané, si on reprend notre triangle, enfin ce schéma-là, vous voyez qu'on a le triangle antérieur, le triangle postérieur. Et bien, notre triangle postérieur, il va avoir une innervation, tandis que notre triangle antérieur, il va avoir deux innervations différentes. On va voir ça tout de suite. Donc, vous voyez, notre triangle antérieur, on a le quart antérieur. En fait, si vous voulez, là, en fait, il faut raisonner au niveau du losange périnéal. Donc, le quart antérieur de notre périnée, il est innervé par deux nerfs, les nerfs L1 et les nerfs L2, enfin, par les rameaux antérieurs des nerfs L1 et des nerfs L2. L1 qui est le nerf ilio-hypogastrique et L2 qui est le nerf génito-fémoral. Tandis que les trois quarts postérieurs du losange périnéal sont innervés par les rameaux antérieurs de S2, S3 et S4. Et en fait, les rameaux antérieurs de S2, S3, S4 vont former le nerf pudendal, qui est un nerf extrêmement important dans l'innervation de l'appareil génital féminin. Donc voilà. Ah oui, et S4 également, donc c'est le nerf rectal inférieur qui va innerver la marge anale. Donc voilà. Au niveau de la vascularisation, pareil, je suis passée vite parce que vous avez dû le faire avec Elsa. Mais globalement, au niveau du triangle antérieur, on a la partie antérieure du triangle antérieur qui est vascularisée par les artères pudendales externes et la partie postérieure qui est innervée par l'artère pudendale interne. Le triangle postérieur, lui, il est innervé par l'artère rectale inférieure qui provient de l'artère pudendale interne ou de l'artère iliaque interne. En fait, ça dépend, pareil, c'est une variation anatomique. Mais là, le plus important à retenir pour la vascularisation, c'est que les artères pudendales externes, qui sont ici, là, et là, proviennent de l'artère fémorale, alors que l'artère pudendale interne, elle provient de l'artère iliaque interne. Enfin, on va parler un peu du périnée musculaire. Le périnée musculaire, on l'appelle également le périnée profond. Il est composé des muscles encornés qui sont pairs et symétriques et c'est eux en fait qui vont permettre l'intumescence des organes érectiles, donc du clitoris et du bulbe vestibulaire, parce qu'en fait ils vont un peu comme un cornet de glace se mettre autour du clitoris, des piliers du clitoris et autour du autour du bulbe vestibulaire, pardon. Donc, autour du clitoris, on va retrouver le muscle ischio-caverneux et autour du bulbe vestibulaire, on va retrouver le muscle bulbo-spongieux. Ensuite, on a un troisième muscle qui n'est pas un muscle encorné, c'est le muscle constricteur de la vulve. En fait, c'est un petit muscle qui va entourer l'introïde vaginal, mais qui, en fait, des fois il existe, des fois il n'existe pas, et quand il existe, en général, il va disparaître avec les différents accouchements. Donc voilà, il est en dedans donc, du muscle du bulbe, enfin il est en dedans du bulbe vestibulaire et des glandes de Bartholin également. Ensuite, dernier muscle que j'ai pas représenté ici, mais c'est les muscles transverses et profonds. Le prof en parlait pas l'année dernière, mais c'est vrai que c'était au programme de PACES, donc je vous ai juste donné les noms au cas où. Mais voilà, globalement, les muscles transverses, il manque un mot d'ailleurs, c'est transverse, superficiel et profond. Ils sont à ce niveau-là. Voilà, de chaque côté, vous en avez un superficiel et juste en dessous, un profond, à droite et à gauche. Donc voilà, j'espère que c'est clair, que je ne suis pas allée trop vite. Il y a un peu plus de détails sur ma fiche, mais bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un post sur le forum. Et si vous avez des retours, des remarques, envoyez-moi un message sur Messenger.
Donc voilà, je vous souhaite plein de courage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Des bisous!